Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation, sur cette conférence animée par la prépa CPCM. L'objectif de cette conférence, c'est d'animer des sujets, en l'occurrence Parcoursup et les universités parisiennes. Je vais m'occuper d'animer cette conférence en grande partie. Je m'appelle Yanis Kedis et je suis en charge du développement au sein de la prépa médecine CPCM. J'ai la chance aujourd'hui de faire cette conférence avec Rania, qui sort tout juste de l'université et qui va nous faire un retour d'expérience à la fin de cette présentation. N'hésitez pas, tout au long de la présentation, vous avez un chat qui se situe sur votre droite, logiquement, sur lequel vous pouvez nous poser toutes les questions et on se fera un plaisir d'y répondre. On s'est mis à la place d'étudiants en terminale, mais aussi en première. On sait également qu'il y a des secondes et on voulait vraiment apporter tout au long de cette conférence des éléments clés. On sait que Parcoursup, c'est assez anxiogène, à la fois pour les parents, mais aussi pour les étudiants. Et notre objectif, c'était de vous faire comprendre les critères qui sont pris en compte sur Parcoursup, maîtriser aussi les spécificités des universités, et notamment en Île-de-France, et profiter de la présence de Rania pour poser toutes vos questions et d'avoir son retour d'expérience. Rania qui est toujours d'ailleurs étudiante à l'université Paris-Cité. On va donc débuter par la première grande partie. La première grande partie, c'est donc Parcoursup. Un petit rappel sur les différentes phases sur Parcoursup. Sur Parcoursup, il y a une première phase qui s'est ouverte dès le 20 décembre et qui est toujours en cours. C'est la phase d'information. Cette phase d'information, c'est la possibilité d'avoir accès au moteur de recherche Parcoursup et de pouvoir garder à la fois toutes les informations liées à chaque filière, à chaque formation, toutes les informations liées aux chiffres clés des années précédentes, les critères clés aussi de sélection pour sélectionner les dossiers sur Parcoursup. Donc, profitez du moteur de recherche sur Parcoursup pour ceux qui ont encore des questions sur les universités. C'est ouverte également à partir du 18 janvier la phase d'inscription. Là, c'est la constitution du dossier directement sur Parcoursup. Et forcément, pour constituer un bon dossier, il faut savoir ce qu'attendent les universités. Petit conseil que je vous donne, durant le mois de février, et ça commence d'ailleurs dès ce samedi, vous avez accès à des journées portes ouvertes, les journées portes ouvertes des universités. Donc, on vous conseille d'y aller, de faire un tour. D'ailleurs, je crois que Rania, tu étais allé aux portes ouvertes et que c'était là-bas qu'on s'était rencontrés. Oui, c'est ça. Dernière phase, c'est la phase d'admission. Là, vous n'aurez rien à faire, si ce n'est accepter les vœux dans les filières souhaitées qui vous auront accepté grâce à un super dossier que vous aurez réalisé sur Parcoursup. Sur les éléments qui sont pris en compte sur la plateforme Parcoursup, bien évidemment, il y a les résultats scolaires. Le fait d'avoir des très bons résultats scolaires vous mettront dans une bonne optique pour avoir les vœux de votre choix, mais ce n'est pas le seul élément qui est pris en compte sur Parcoursup. Ça, on le rappelle, parce que souvent, des étudiants nous disent, voilà, j'ai telle note dans mon lycée, est-ce que je suis sûr d'avoir mon orientation? Si tu as des bonnes notes, c'est forcément un plus, mais il faut faire attention à d'autres aspects. Dans ces autres aspects, on trouve la fiche à venir. Cette fiche à venir, ce n'est pas vous, les étudiants, qui la remplissez. C'est rempli par votre professeur principal, vos professeurs et le chef d'établissement. Vous allez avoir des annotations concernant vos résultats scolaires, concernant aussi votre profil scolaire, est-ce que vous êtes sérieux, organisé, et aussi le chef d'établissement va émettre un vœu positif, négatif, on espère positif, par rapport au vœu que vous aurez réalisé. Troisième élément clé qui est pris sur Parcoursup, et on va s'attacher dans cette présentation à faire un focus sur le projet de formation motivé. En d'autres termes, la lettre de motivation. C'est un exercice qui n'est pas simple et on va le regarder ensemble. Et il faut prendre un long moment, enfin, on vous conseille de passer un long moment sur la lettre de motivation. Et le dernier élément qui est pris en compte, c'est les activités extrascolaires. Ça peut être ce que vous avez réalisé dans une association sportive. Il me semble que toi, Rania, tu avais fait du karaté pendant Ouais. longtemps. Tu avais Oui, pu le c'est mettre ça. en avant sur Parcoursup. Ouais, je l'avais pu. C'est toutes les activités extrascolaires que vous pourrez mettre en avant sur votre dossier. Alors, pour commencer sur le projet de formation motivé, pourquoi on vous demande de faire un tel exercice? Pour plusieurs raisons et surtout, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire un bon projet de formation motivé? Ça va vous permettre de vous différencier dans votre approche parce qu'aujourd'hui, quand on regarde deux dossiers scolaires, on va s'attacher simplement aux résultats. Le projet de formation motivé, ça va vous permettre d'individualiser votre démarche, de montrer votre caractère, de montrer ce que vous avez réalisé, de montrer votre engagement. Sachez une chose, vous avez jusqu'au 6 avril pour constituer votre dossier et remplir donc ce projet de formation motivé. Mais ça va clairement vous permettre de faire la différence entre deux dossiers qui ont exactement le même profil, les mêmes résultats.
Cette lettre de motivation va vous permettre de faire la différence parce qu'elle est lue. Elle est lue par les jurys et c'est des jurys qui sont des êtres humains. Ce n'est pas Parcoursup qui va lire votre lettre de motivation et dire « bon, cette lettre est nulle ». Donc, il faut vraiment passer du temps et on vous conseille d'être attentif et d'être sérieux sur le projet de formation motivé. On va distinguer ce projet de formation motivé en deux. D'abord, la forme et ensuite, on s'attachera au fond. Pour la forme, alors, ce qu'il faut que vous ayez en tête sur la forme, c'est que c'est 1500 caractères qui vous sont demandés pour chaque vœu que vous allez réaliser. La lettre de motivation doit faire 1500 caractères. Et là, je ne parle pas de 1500 mots. 1500 caractères, c'est une lettre, c'est une virgule, c'est un point. Pour vous donner une image, 1500 caractères, c'est la moitié d'une feuille A4. Donc, c'est très court, mais en étant très court, il faut avoir une certaine structure. Il faut qu'en lisant la lettre de motivation, et c'est là où je vais vous parler de la forme, on puisse déceler l'accroche, le développement et la conclusion. Pas besoin de mettre en forme parce que sur Parcoursup, vous allez écrire du texte sans de la mise en forme. Les seules choses que vous pouvez faire, c'est notamment, si je ne dis pas de bêtises, de l'italique, du gras, mais vous n'allez pas pouvoir faire une belle lettre de motivation. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à déceler l'accroche, le développement et la conclusion. Maintenant, on va rentrer dans le fond et on va commencer logiquement par l'accroche. Sur l'accroche, il faut que vous soyez synthétique, concis, que vous puissiez vous faire remarquer et original. Alors vous me direz, wow, il faut être synthétique, original, se faire remarquer, être précis. Comment on fait? Eh ben, on doit la travailler. Je redis un petit peu les conseils qu'on donne. On doit bien la travailler. Par exemple, dans cette accroche, ça peut être intéressant, il me semble que Rania l'avait fait, parler du fait que vous avez participé à leur JPO, la JPO de leur université, que vous avez par exemple échangé avec des étudiants, que le métier de médecin, c'est un métier ou kiné ou sage-femme qui vous intéresse pour telle raison, tout en étant synthétique. Soyez original et ne faites pas une introduction classique comme tout le monde peut faire. Depuis tout le temps, je veux être médecin. Depuis toujours, je veux être médecin. Je suis en terminale au lycée X. Je souhaite intégrer votre université. En quoi vous vous distinguez en faisant cette introduction? Si tout le monde l'a fait, vous ne vous distinguez pas du tout. Alors que si vous apportez une plus-value sur votre introduction, sur votre accroche, le lecteur aura envie de poursuivre la lecture. On passe maintenant au fond, qui est donc le développement. Dans le développement, on va pouvoir davantage parler. Ce que je vous conseille, c'est de lister les éléments clés. C'est pour ça qu'il y a un brouillon, un travail à faire en amont. Vous pouvez lister tout ce que vous pouvez mettre dans votre lettre de motivation, par exemple. Les expériences passées, les expériences sportives, les expériences associatives, toutes les idées qui vous viennent, vous le mettez sur un brouillon et ensuite, ça vous permettra de faire un bon développement. Dans le développement, ça peut être « j'ai effectué un stage, par exemple, dans un cabinet médical. J'ai échangé avec des médecins. J'ai des expériences sportives qui m'ont permis de développer certaines compétences qu'on retrouve dans le métier de médecin. J'ai des expériences associatives qui m'ont permis de développer des valeurs humaines qui sont nécessaires pour être un bon médecin. » Bref, toujours se dire que vous allez devoir vous distinguer des autres élèves tout en prenant en compte les attendus de la formation et de la finalité de la formation, c'est soit être médecin, soit être sage-femme. Je vois beaucoup de questions sur la droite. On va continuer la présentation jusqu'à la fin et ensuite, on y répondra. Donc, le développement, il va falloir mettre en avant en quoi on doit vous prendre plus qu'un autre étudiant grâce à vos expériences et grâce aussi à votre parcours scolaire. Ensuite, on finit par la conclusion. Là, ça va être repréciser votre motivation, remercier forcément le lecteur pour sa lecture et montrer que vous êtes confiant parce que tout ce que vous avez listé au préalable, ça vous permet d'être le parfait candidat pour entrer en université de médecine et poursuivre vos études supérieures vers des études de santé. Nos conseils maintenant pour ce projet de formation motivé. 1, prenez de l'avance. On en a connu malheureusement des étudiants qui s'y sont pris au dernier moment et ça n'a pas marché. Il faut vraiment penser à prendre de l'avance. Comme je vous l'ai dit, faites un brouillon, réfléchissez aussi avec vos amis, votre famille, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant et structurer votre lettre de motivation. Soyez simple. Alors, chez CPCM, on accompagne tous nos étudiants. On a des accompagnements dès la terminale, mais aussi des étudiants qui sont en terminale et qui sont déjà préinscrits pour l'année prochaine chez nous. On les accompagne sur toute la procédure Parcoursup. On se rend compte qu'il y en a qui ont compris parfaitement les éléments attendus. Et sur la procédure Parcoursup, on corrige leur lettre de motivation. Donc, je vous parle en connaissance de cause. On a reçu beaucoup de lettres de motivation
Et ce que je dois vous dire, soyez simple. Des fois, on veut trop en faire et on va faire des phrases à rallonge. Quand on les lit, on a du mal à respirer, on a du mal à aller au fond jusqu'à la fin de la phrase. Donc vraiment, adoptez un style direct. Dernier point aussi dans nos conseils, relisez-vous. Il n'y a rien de pire que des fautes d'orthographe, de grammaire. Le jury lira ça et se dira bah non, je ne peux pas laisser passer ça et ça ne donnera même pas envie. Ils vont tilter plus sur la faute d'orthographe que sur l'idée que vous avez voulu mettre en avant. Donc voilà nos 3 conseils pour le projet de formation motivé. On vous a mis, et là je vais le laisser en avant, ce QR code. Je vous invite tous, là je vois qu'on est près d'une centaine, je vous invite tous à flasher ce QR code. C'est un guide Parcoursup spécial santé. Dans ce guide, qu'est-ce que vous trouverez? Vous trouverez des conseils pour bien faire vos vœux. Vous trouverez des conseils pour bien faire une lettre de motivation. Vous trouverez aussi des témoignages d'étudiants qui sont passés par la procédure Parcoursup et qui vous donneront leur ressenti sur comment ils ont vécu cette période qui est Parcoursup, qui est, comme je l'ai dit, assez anxiogène. Je vais laisser encore quelques secondes ce QR code que vous allez pouvoir flasher et qui va vous ramener vers un formulaire pour télécharger le guide. Il vous sera très utile. Donc, profitez-en, on vous le met gratuitement à disposition. On va se focaliser sur la deuxième partie. On a débuté par Parcoursup. On enchaîne par les spécificités des universités Paris-Île-de-France. Sur les spécificités, avant de rentrer dans le détail de chaque université, je sais qu'on a des secondes, je sais qu'on a des terminales, donc on va repartir de la base. Aujourd'hui, quand vous souhaitez vous orienter vers des études de santé, vous avez plusieurs possibilités. Une réforme a eu lieu. Cette réforme, avant, on parlait de la PACES, c'était une seule voie d'accès. Maintenant, on a 2 voies d'accès. Le PASS, qu'on appelle Parcours d'accès spécifique santé. Qu'est-ce que c'est le PASS? C'est on va être à l'université de médecine, par exemple, Paris-Cité, si je donne l'exemple de Rania. Et Rania va avoir une majeure santé et une mineure hors santé. La majeure santé, ça va être des matières scientifiques, biologie cellulaire, biochimie. La mineure hors santé, quant à elle, ça va être des matières type droit, STAPS, qui vont pas avoir grand-chose avec les études de santé, mais qui vont avoir leur importance. Pourquoi ce schéma est intéressant? Parce que imaginons que vous ne passiez pas en deuxième année des études de santé, et ben vous allez pouvoir vous orienter en deuxième année, si vous validez cette mineure hors santé, si je prends l'exemple du droit, je vais pouvoir me réorienter vers la faculté de droit en deuxième année, sans perdre mon temps. Alors qu'avant, avec la PACES, on pouvait tenter 1 fois, 2 fois, 3 fois sa chance, on se retrouvait sans arriver en deuxième année des études de santé et on se retrouvait sans orientation. On a également, alors je vous ai dit, il y a 2 voies, il y a le PASS, Parcours d'accès spécifique santé, et vous avez aussi l'ALAS qui est licence accès santé. L'ALAS, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse, c'est une majeure hors santé, donc par exemple économie, droit, si je reprends mon exemple, et une mineure santé. La mineure santé, là, on va avoir pareil des matières comme biologie cellulaire, biochimie, les matières qu'on retrouve sur la dominante santé du PASS. Les 6 universités en médecine sont les suivantes: Paris-Cité, Sorbonne Université, Paris-Saclay, Université de Versailles-Saint-Quentin, Université Sorbonne-Paris-Nord et l'UPEC. La chose à savoir, la seule université qui ne propose pas de PASS, c'est l'UPEC. Je vous ai donc parlé du PASS, majeure santé, mineure hors santé, de la LAS, majeure hors santé, mineure santé. Et pour compliquer un petit peu plus les choses, je vais maintenant vous parler de la licence sciences pour la santé. En quelque sorte, je dirais que c'est une 3e voie d'accès. C'est cette fois-ci une majeure santé et une mineure santé, un peu comme ce que je vous ai expliqué au préalable, la PACES. J'espère ne pas vous perdre. Là, en quelque sorte, on va avoir que des matières liées au domaine de la santé. Il y a 2 universités qui proposent cette licence sciences pour la santé. C'est l'UPEC et l'université Sorbonne Paris-Nord. Maintenant, si on devait résumer, on a réfléchi longuement pour que vous puissiez comprendre. Là, je m'adresse davantage au terminal et même aux futurs terminales qui sont en première. Imaginons que vous proposez vos vœux sur Parcoursup, vous souhaitez rentrer dans différentes universités. Vous avez le choix entre plusieurs universités. Quel choix vous allez faire? Alors là, on vous a synthétisé un petit peu les différentes universités en les catégorisant.
Vous avez d'abord des universités qu'on va appeler les universités cerveaux, qui sont dédiées à des cerveaux à réflexion. C'est Rania qui s'est orienté vers l'université Paris-Cité, et il y a aussi l'université Paris-Saclay qui rentre dans ces cerveaux à réflexion. Pourquoi on les appelle cerveaux à réflexion? Tout simplement parce qu'ils vont avoir une dominante scientifique. Il va y avoir beaucoup de réflexion, en plus du par cœur qu'on retrouve dans chaque université. Il va y avoir vraiment une démarche scientifique. Il va falloir être bon dans les matières scientifiques. Ensuite, on a la deuxième catégorie, les cerveaux dits à par cœur. Là, clairement, le niveau scientifique est très abordable. On parle de l'Université Sorbonne Paris-Nord et de l'UPEC. Le niveau scientifique est abordable. Par contre, on va être focalisé sur du par cœur. Donc, il va falloir ingurgiter une somme importante d'informations que vous allez recracher directement. C'est ce qu'on appelle les universités à par cœur. Et à côté de ça, on va avoir les cerveaux mixtes. Le niveau scientifique est quand même abordable. Il va y avoir aussi beaucoup de par cœur. Et là, on a catégorisé Sorbonne Université et Université de Versailles-Saint-Quentin. En plus de ça, vous avez d'autres particularités liées à ces universités, notamment trois. L'UVSQ, Paris-Cité et Sorbonne Université, dans laquelle vous allez avoir des analyses de documents. Là où les autres universités, vous n'allez pas avoir d'analyse de documents. En PASS, le PASS se structure en 2 semestres. À chaque semestre, vous allez avoir des QCM à réaliser. Et là, avec l'analyse de documents, vous allez avoir des QCM liés à une analyse de documents. Dernière information, cette fois-ci liée à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Les matières biologie cellulaire, biochimie vont avoir un coefficient plus important que les autres matières. Donc, si vous êtes bon en SVT ou si vous avez une approche intéressante sur ce type de matière, dirigez-vous vers cette université. Rania, toi qui étais à Paris-Cité, est-ce que tu peux faire un retour sur ton université qui est Paris-Cité? Bah, du coup, Paris-Cité, on était connus parce que le niveau de physique, il était quand même assez élevé et donc ouais, c'est tout ce qui est, bah, l'analyse de documents et la physique, c'était vraiment, les grosses matières, qui étaient compliquées chez nous. Après l'analyse de documents, moi, je sais qu'au CPCM, on m'avait très, très bien formée. C'était en biologie cellulaire et en biochimie qu'on faisait de l'analyse de documents et bah, franchement, une fois qu'on a appris la méthode, en fait, ça va rouler beaucoup plus vite. Top. Voilà pour faire un petit peu le résumé des différentes universités. On a voulu aussi vous mettre les facteurs de réussite d'un étudiant en passe. Qu'est-ce que c'est un étudiant qui réussit en passe et comment il se structure? Et Rania, tu pourras aussi donner ton retour d'expérience. Pour nous, c'est quelqu'un déjà qui va être très organisé, qui va avoir une structure et une méthode de travail pour être le plus productif possible. Et ça, alors, au sein du CPCM, nous, comment on aide les étudiants? On fait en début d'année des séances de méthodologie. Les séances de méthodologie, qu'est-ce que c'est? C'est leur expliquer, voilà telle matière, prenons la biochimie. Voilà la biochimie. Voilà les attentes en biochimie pour réussir en passe. Et surtout, voilà comment bien travailler la matière au quotidien pour répondre aux exigences de la matière. Et ça, c'est très important parce que des fois, on se rend compte en échangeant avec des étudiants, ils vont nous dire, aujourd'hui, j'ai travaillé 8-10 heures dans la journée et je suis très content de moi. Quand on creuse, malheureusement, les 10 heures n'étaient pas 10 heures productives. Donc, le premier élément clé, le premier facteur clé de succès, c'est être bien organisé, avoir une méthode de travail. Le deuxième élément clé, quant à lui, c'est être persévérant et rigoureux. Quand je dis persévérant et rigoureux, alors Rania, tu pourras aussi témoigner sur cet aspect. On travaille beaucoup sur cette première année des études de santé, 8, 10, 12 heures. Eh ben, il faut continuellement travailler et on a toujours ce sentiment d'être en retard, de ne pas en faire assez. Mais il faut continuer ce travail régulier. Et quand je disais le sentiment d'être en retard, ça ne veut pas dire qu'on doit faire une croix sur la bonne hygiène de vie. Là aussi, c'est un équilibre. Et adopter une bonne hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, la vie sociale, ça permet de réussir en passe. Toi, Rania, est-ce que tu as un petit retour à faire sur cet aspect-là? Bah, je sais que tu as parlé de la méthode de travail et il faut ça, c'est vraiment hyper important. Là, franchement, terminale, je connaissais personne qui avait une méthode de travail. Moi non plus, je l'avais pas et donc c'est vraiment important au tout début de l'année, même pas au début de l'année, que ce soit en août avec les pré-rentrées, vraiment, chercher et trouver sa méthode de travail le plus tôt possible et oui et le fait d'être organisé aussi, moi, je sais que tous les dimanches soirs, je prenais un papier en fait et je me faisais mon propre emploi du temps où je mettais les cours de la fac et les séances où, je me disais: «Moi, je révise là, là, je fais ma pause» et ça m'a beaucoup aidé ça donc c'est un petit conseil que je peux vous donner, voilà et Top. bien noter les pauses aussi, c'est important de faire des Ouais. pauses.
C'est important de faire des pauses et pas avoir la culpabilité de se dire: «Bah, je continue à travailler», parce que si on continue à travailler en étant fatigué, on va pas être productif et tout le travail sera, pas un travail, qui aura payé sur la durée. Exactement. On en arrive à la star de cette conférence, Rania. Rania, ce qui est intéressant enfin, je pense qu'on a souvent ces questions qui sont posées en salon lors de nos journées portes ouvertes. Est-ce que tu peux faire un petit résumé sur te présenter? Quel profil tu avais, notamment au lycée, pour que les étudiants qui sont actuellement au lycée se disent: «Ah ben, j'avais le profil, comme Rania» ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, je m'appelle Rania. Là, je suis en troisième année de médecine, du coup, à l'université de Paris-Cité et du coup, mon profil au lycée, j'avais pas mal de facilité et je laissais vraiment, tout à la dernière minute. Donc ça, c'était, une habitude que j'ai dû combattre, pendant, la première année de Pass. L'année de Pass, comment je l'ai vécue? C'était enfin, c'est spécial. C'est quelque chose, on peut pas comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Mais en soi, ça dure 8 mois. Donc c'est une année qui est assez intense, mais c'est pas une année complète. C'est ça le message important à retenir, c'est 8 mois. Entre décembre et le deuxième semestre, on a presque un mois de vacances aussi qui permet un peu de respirer. Du coup, moi, j'avais fait le pass avec, j'avais pris la prépa CPCM du coup Ouais, et pour avoir, un accompagnement tout au long de l'année. J'avais aussi fait la pré-rentrée et la pré-rentrée, c'est vraiment le truc que je conseille à tous les futurs étudiants parce que, comme j'ai dit, on la commence du coup mi-août et on commence à voir du coup tout le programme du premier semestre et on se rend très vite compte que, ça n'a rien à voir avec, tout ce qu'on a connu au lycée et en plus, ça nous permet de prendre de l'avance aussi. Heu, En plus, à la fin des 2 semaines, du coup, on a un examen blanc et cet examen blanc, je trouve qu'il nous réveille encore plus que les 2 semaines qu'on a passées parce que, l'examen blanc, on se prend des notes, catastrophiques alors qu'on pensait avoir réussi et enfin, moi, comme je vous disais, j'étais, beaucoup de facilité, j'avais genre 16 tout le temps, au lycée et quand, à l'examen blanc, on reçoit un 4, enfin, c'est quand même un choc donc ouais, ça, c'est un truc que je conseille beaucoup la pré-rentrée et bah, tout ce qui vous a dit Yanis aussi, tout ce qui est l'hygiène de vie, c'est hyper important parce ouais. qu'il y en a beaucoup, ils font des burn-out au bout de 1 mois et demi, alors qu'il reste encore beaucoup de choses à voir. C'est hyper, hyper important et Il y a aussi, puis des voilà. fois, on l'aborde, il y a des questions qui sont posées et en JPO, j'aborde ce sujet, c'est, le rôle des parents. Je pense qu'il y a aussi Oui. des parents qui sont présents, dans ce live. Qu'est-ce que tu aurais à dire aussi à des parents pour accompagner leurs enfants? Parce qu'on sait que des fois, il y a des parents qui sont un peu trop derrière, d'autres qui sont pas du tout là quand il y en a besoin. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour les parents présents dans ce live? J'aurais, 2 petits conseils, que ce soit pour les parents ou pour les futurs étudiants. Déjà, moi, je sais que j'habite en banlieue, donc pour aller à la fac, je mets plus d'une heure. Jusqu'à aujourd'hui, je mets plus d'une heure pour aller à la fac et j'avais décidé de rester avec mes parents et je trouve que c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait parce qu'on s'en rend pas compte, mais même si on est à côté de la fac, tout le temps qu'on perd, enfin, tout le temps qu'on gagne dans les transports plutôt, on va le perdre dans tout ce qui est, faire à manger, faire, le ménage, faire ses courses, faire la lessive, toutes les tâches ménagères alors que, bah, quand on est avec papa, maman, ils savent qu'on est dans une année qui nous demande, beaucoup de travail et ils sont, aux petits soins. Après du coup, là, je passe aux conseils aux parents. C'est important du coup que vous soyez vraiment là, pour, supporter vos enfants et c'est une année qui est psychologiquement, elle est lourde quand même et donc faudrait que vous soyez là, mais il faut quand même laisser de l'espace. C'est-à-dire, il faut pas être trop présent comme disait Yanis, à, trop nous pousser et cetera. Vos enfants, ils vont se mettre la pression tout seuls. Ça, il y a aucun doute. On a une pression qui est énorme, que ce soit entre étudiants, déjà, ils se mettent beaucoup la pression. C'est un univers qui est très compétitif même avec, j'ai des anecdotes, enfin qui font mal à la tête et donc vraiment être là à la bonne dose. Après, c'est compliqué, de dire la bonne dose comme ça, de jauger, Mais c'est mais vrai. C'est vrai c'est qu'aujourd'hui, ça, quand on échange avec des anciens étudiants, si on devait résumer le rôle des parents, tout au long de cette préparation qui est compliquée, c'est un rôle de support. Support c'est au ça, niveau de l'organisation, support au niveau de la logistique, support aussi émotionnel. Je me souviens beaucoup. d'une étudiante qui me disait: «Ben, mes parents, ils étaient là quand je pleurais». Alors je ne vais pas tous vous déprimer. Tout le monde ne pleure pas, regardez le sourire de Rania. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question, Rania, qui t'est posée.
Comment ça se Ouais. passe maintenant que tu as passé cette première année? Comment ça se passe, les stages? Est-ce que tu peux en dire plus? Bah, franchement, en fait, une fois qu'on a passé la première année, on se dit: «Je sais pas comment j'ai fait». C'est vraiment, la sensation que j'ai de tous mes amis maintenant. Ils me disent: «Je sais pas comment j'ai fait la première année pour travailler autant mais je suis trop content que ça a payé» parce que à l'université Paris-Cité, dès la deuxième année, on a des stages. Du coup, on est tout de suite à l'hôpital et heu et du coup, ça vraiment ça booste, en fait. On se dit: «Ouais, j'ai fait la première année, c'était compliqué, mais je kiffe dans quoi je me suis rendue, en fait». Donc là, la deuxième année, pardon, on avait, 1 matinée de stage par semaine et c'était vraiment que de l'observation et par contre, là, du coup, troisième année, je suis en stage presque tous les matins et j'ai mes propres patients, je vais les voir. Je suis toujours encadrée bien sûr parce que quand même faut pas abuser, mais j'ai mes propres patients, je vais les voir et quand je rédige l'observation, il y a l'interne ou les médecins qui repassent derrière avec moi et enfin franchement c'est tout ce que j'avais rêvé. Moi je veux faire médecine depuis que je suis toute petite donc là quand je suis dedans, j'ai les étoiles dans les yeux en fait quand je suis à l'hôpital. C'est trop cool. Dernière question et ça j'aime bien la poser. On a donc des étudiants en seconde, on a des étudiants en première, on a des étudiants en terminale, on a des parents. On va plus se focaliser cette fois-ci, on s'est focalisé sur les parents, mais on va se focaliser sur les étudiants. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ton toi de terminale, de première, de seconde? Apprends à travailler si c'est sur les années lycée, c'est vraiment apprends à travailler et arrête de te reposer sur tes lauriers, parce que, enfin c'est Appren en fait, travailler, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a plusieurs méthodes à savoir. Il y a des matières qui nous poussent à travailler vraiment sur que du par cœur. Il y a des matières qui se travaillent qu'en faisant des exercices. Enfin, très, c'est très différent selon les matières et cetera, mais il faut apprendre à travailler. Il faut aussi poser le téléphone quand on travaille surtout, parce qu'on s'en rend pas compte, mais à chaque fois, on fait ça et juste on regarde si on a une notification et on repose, mais juste cette seconde où, notre esprit il était ailleurs pour se reconcentrer derrière, c'est, C'est vrai. un travail, énorme, ouais. Et je t'avais aussi déjà posé cette question, mais tu as pas dû t'en rappeler. Il y avait un élément que tu avais donné qui était, au-delà de méthode et cetera, c'était la confiance. Tu disais Oui. souvent: «Faites-vous confiance». Oui, c'est ça, c'est vraiment faut se faire confiance et il faut jamais écouter les autres aussi. Je crois que j'avais dit ça une fois. Ouais. Faut vraiment c'est tous des menteurs. Je vais pas j'ai pas envie de le dire comme ça, mais c'est vrai, en fait. On est dans une atmosphère qui est tellement compétitive que, il y a des gens qui se disent: «Tout le monde n'est pas comme ça», mais il y a des gens qui se disent: «Bah, en fait, si elle, je la fais, décourager, si je la décourage ou si je la fais perdre confiance en elle et ben, moi, je gagne une place derrière parce que moi, je vais réussir à travailler». Donc il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Ça Mais existe alors, vraiment. c'est top parce qu'on est vraiment sur une note positive. Ne faites confiance à personne et c'est ce qu'on attendait dans cette Non, conférence. Non, mais faites je vois parfaitement ce que tu veux dire. oui, C'est vrai que se faire confiance, c'est un élément clé. Je pense que la c'est ça. confiance, nous, on aborde aussi pas mal la notion de coaching personnel. Oui, c'est On ça. est derrière les étudiants, c'est des groupes restreints, donc on les connaît tous et on sent qu'il y a des moments où, il y a des coups de moins bien, que ce C'est soit ça. par d'autres étudiants qui découragent ou parce qu'on a eu une mauvaise note. D'où l'importance aussi, je pense, d'avoir une prépa. C'est ça. On vous a mis quelques informations nous concernant. Donc, on est une prépa médecine qui existe depuis 1986. On est sur les 6 universités. Donc, quel que soit le choix sur lequel vous soyez accepté, on est en capacité de vous accompagner. On a une pédagogie qui se différencie aussi pas mal parce qu'on est sur des petits groupes, comme je l'ai dit, 20 étudiants maximum, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des prépas, ce qui nous permet d'avoir une qualité pédagogique assez élevée, de l'interaction avec les élèves. On a un taux qui est assez important aussi. Il faut savoir que c'est à peu près 15-20% d'étudiants qui passent en deuxième année des études de santé. Chez nous, on est plus autour des 70, voire un peu plus dans certaines universités. On accompagne dès la terminale, en année de césure qu'on appelle PASS 0, entre la terminale et le PASS. Et en PASS aussi, on a des accompagnements annuels. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions sur la droite. On a répondu à pas mal tout au long de la présentation. Ce que je vous mets ici, ce qu'on peut faire, parce qu'on ne va pas avoir le temps de vous répondre, on doit donner la main dans quelques secondes, il nous reste quelques secondes. On a une journée porte ouverte le samedi 18 février et on se fera vraiment un plaisir de répondre à l'ensemble de ces questions. Je vous laisse scanner le QR code. Vous avez le QR code qui se situe sur la droite de l'écran. Ce qui va être intéressant durant cette journée porte ouverte, ça va être qu'on va aborder Parcoursup, on va rentrer dans plus de détails, les études de santé, ça aussi pour les premières c'est intéressant, notre accompagnement, en quoi on se distingue des autres prépas. Et il va y avoir une séance d'immersion pour vous montrer à quoi ressemble une séance à la faculté et aussi une séance dans une prépa.
vous montrer un petit peu la différence entre les deux. On va devoir rendre la main. Je vous remercie pour votre attention. Vous étiez plus d'une centaine. Rania, merci aussi à toi d'avoir participé, Merci. d'avoir donné ton retour d'expérience. Bon courage pour Parcoursup. Bon courage pour toutes les démarches. On reste aussi disponible sur l'adresse contact@prepa-cpcm.com par téléphone sur le numéro qui est affiché. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Passez une bonne soirée. Au revoir.